Alors, pour la table ronde d'innovation, très vaste, j'ai choisi, comme c'est de coutume, j'ai choisi 4 chiffres qui sans doute réduisent le périmètre très large de ce sujet. Sur la partie gauche, on est après le déjeuner, donc je vous rappelle les règles, et c'est la dernière fois, la face claire de notre attractivité. Sur la partie droite, la face un peu plus préoccupante. D'abord, je rappellerai que l'innovation est le facteur numéro 1, de très loin, en très forte progression, l'atout maître de la Creative France, celle qui va s'afficher sur tous les écrans, sur toutes les places du monde, par la campagne que nous a présentée ce matin Muriel Pénicaud, probablement le motif impérieux pour beaucoup d'entre nous d'être en France, d'ailleurs pas seulement les sociétés de techno, quelques sociétés de services qui sont dans cette salle, et pas des moindres, et comme en témoignent les centres d'excellence, de design, d'expérimentation dans des secteurs aussi variés, donc les services, je le disais, mais aussi évidemment l'intelligence artificielle, la robotique, la mobilité, le médical et bien d'autres. Pour autant, gardons en tête, je ne sais pas si c'est un fort inconvénient, un gros désavantage ou un facteur structurel, gardons en tête quand même, à droite, que le financement de l'innovation reste pour une large part, 50%, l'apanage du public, et que cette proportion est sans doute et même certainement beaucoup plus faible dans des pays de taille comparable, aux alentours de 30%, en Allemagne et au Royaume-Uni, par exemple. Signe encourageant en bas à gauche, et pour soutenir et nourrir cette capacité d'innovation, cette Creative France, une bonne dynamique sur les levées de fonds, qui d'ailleurs dans les dernières semaines s'intensifie. Le dernier chiffre que je vous livre ici, qui est audité, 24% d'une année sur l'autre, 2014 sur 2013, avec plus de 10 milliards d'euros levés sur cette année 2014. Et au-delà de l'innovation, néanmoins, c'est je crois un des sujets que cette table ronde essaiera de creuser, la France perd néanmoins une forte attractivité, ou on voit se dégrader encore son attractivité en matière de fonctions stratégiques, dans lesquels on peut loger les centres de R&D, les centres de design, évidemment tous les centres de décision. Sur les centres de décision, les sièges sociaux notamment, quand le Royaume-Uni attirait 57 projets de sièges sociaux en 2014, la France n'en a tiré que 11. Et ce qui est plus saisissant encore, c'est que le Royaume-Uni a en 2 ans multiplié par 2 le nombre de centres de décision accueillis sur son sol. Quand la France voyait ce nombre divisé par 2, Emmanuel Macron a tout à fait corroboré ce constat dont il faut qu'on se saisisse, y compris nous, dirigeants et entrepreneurs. Les 2 chiffres que je voudrais vous laisser, et qui me paraissent bien résumer le tableau innovation de la France, sont pas seulement la force de notre CAC 40 qui a été soulevé, évidemment la force vibrante, multiple des startups, mais ce mid-market qui est très bien illustré par le classement récent de Forbes, qui place 8 entreprises françaises parmi les 100 plus innovantes. Et c'est vraiment le cœur de notre Mittelstand à nous, notre Mittelstand innovant. On trouve Hermès, Iliad, Essilor, Veritas, Dassault Systèmes. Personne ne se vexera de se voir affublé de mid-market et de Mittelstand. Ce sont de très belles, très grandes entreprises multinationales, mais qui ne sont pas considérées comme les très grandes multinationales de ce monde, et j'en passe. Nous sommes derrière les États-Unis, mais à égalité avec le Japon, et devant tant d'autres. D'ailleurs, on devrait le dire plus souvent. Cette force de nos leaders, néanmoins, ne convainc pas suffisamment d'entreprises à capitaux étrangers de nous choisir pour réimplanter là des centres de recherche, purement des centres de recherche. On est en 3e position, en 3e marche de ce podium européen, derrière les inévitables Allemagne et Royaume-Uni, qui convainquent notamment, et je pense que c'est intéressant de s'y pencher quelques instants, notamment mieux les nouveaux investissements innovants venant des pays émergents. À tout à l'heure. Très bien. Merci Marc Lermite. Et merci à toutes et à tous d'être là dans cette période un peu troublée où je pense que se battre pour l'attractivité de la France est plus que jamais un combat essentiel. Je vais demander donc maintenant à M. Christian Nibourel, qui est président d'Accenture France, mais qui a eu plein d'autres fonctions à côté au MEDEF, mais aussi missionné par Fleur Pellerin dans ses précédentes fonctions ministérielles pour le rôle du chef de file de groupe de travail inventer l'entreprise du futur. Et je crois que c'est un peu de ça dont vous allez nous parler. Je rappelle la thématique du débat, comment mieux valoriser l'atout innovation pour améliorer l'attractivité de la France, et on attend votre éclairage sur ce thème. Oui, ben merci beaucoup, et à moi donc l'honneur, j'allais dire, de lancer cette table ronde avec mes 3
collègues qui débattront. Non, j'avais envie de reprendre, finalement j'ai changé complètement ce que je souhaitais dire, mais j'avais envie de reprendre les propos d'Emmanuel Macron, puisque Emmanuel Macron, dans la fin de son, de son intervention, disait 3 choses: bataille des talents, bataille du capital, bataille des cultures. Et en fait, je repensais au dernier livre blanc sur la défense que vous avez certainement lu, sur la défense et la sécurité nationale. Et finalement, qu'est-ce que dit cet ouvrage? Il dit: le monde dans lequel nous vivons est un monde dangereux et incertain. Alors, malheureusement, ce qui s'est passé ces derniers jours l'ont confirmé, mais il rajoute: le renseignement y est présenté comme un réducteur d'incertitude. Alors, moi, je ne sais pas si le monde économique est dangereux, ce que je sais, c'est qu'il est incertain. Et ce que je pense fondamentalement, c'est que l'innovation, c'est notre meilleure arme, notre meilleure arme contre cette incertitude économique. Alors, si je prends le cas d'Accenture, c'est clair que nous, on a toujours fait d'innovation. On doit avoir 5 centres de recherche dans le monde, dont un à Sophie Antipolis grâce au CIR. On fait maintenant de l'open innovation avec les startups, donc ça veut dire qu'on est profondément, et c'est ça aussi qui fait le succès et la pérennité sur le long terme d'une entreprise qui est capable d'innover. Mais je vais reprendre les propos ce matin, finalement, toutes les tables rondes ont parlé d'innovation. Christophe Duron, sur l'innovation dans la lessive. Je ne sais pas où il est, Christophe. Bon, moi, je vais me précipiter parce que tu as parlé d'iPod, c'est ça? Ou d'iTod, je n'ai pas très bien compris, mais je vais l'acheter ce week-end, je te promets. Innovation dans la lessive. Je reprenais Françoise. Alors, Françoise, je veux te dire, on t'a très bien compris. Hein. Très, très bien compris. Pour ceux qui étaient là ce matin, c'était parfait. C'était cash, c'était très bien. Mais les molécules en oncologie, l'immuno-oncologie, en immuno-oncologie. Hein? Pardon? Ah ben voilà, Cyril va m'expliquer. Donc, mais des choses qui sont quand même relativement fortes. Je reprends Carrier tout à l'heure sur ce qu'on disait avec, sur l'innovation, j'allais dire, dans le renouvellement d'air, je crois. On parlait d'Otis, Christophe Demaître a parlé de batterie, Patrick Roméo a parlé d'hydrogène et de la recherche dans l'hydrogène pour pouvoir mettre dans les voitures pour le stockage de l'énergie. Donc l'innovation est partout et on voit bien qu'elle est clé. Je crois que la France n'a pas à rougir puisque tout le temps notre pays a été à la pointe de la créativité et de l'innovation, et des découvertes majeures, la photographie, on le disait ensemble, les principaux vaccins, la carte à puce. Bon, j'ai fait une petite sélection, mais on pourrait aller loin. Mais dans ce domaine, l'innovation, la situation n'est jamais définitivement acquise. Alors, je crois que ce qu'il faut voir, c'est que l'innovation n'est plus propre à une seule discipline. C'est là où je vais voir si Olivier Marchal suit, parce que, en fait, l'innovation se fait à la frontière des spécialités. C'est-à-dire qu'on va innover, on innove toujours un peu en biologie, on innove en informatique, mais on innove surtout en bioinformatique. Et c'est là que l'innovation est très forte. On innove en mathématiques, on innove aussi en médecine, mais on va innover sur des plateformes de médecine intelligente avec des algorithmes qui vont allier la médecine et finalement la technologie. Et c'est à ces frontières-là qu'on va avoir des innovations qui vont être des innovations disruptives. Donc ce que je dis, en liaison avec le livre blanc, aujourd'hui, plus que jamais, la France doit gagner la guerre des frontières. Et c'est ça, je crois, qui me paraît important. Si on le comprend, on peut effectivement aller plus loin. Alors, s'il y a une chose qui est contre l'innovation, c'est le conformisme, les 3 C, le conformisme, le corporatisme et le clonage. Là, il ne peut pas y avoir d'innovation. Je dirais que l'innovation d'aujourd'hui, c'est un état d'esprit, et l'innovation, c'est le « et » plutôt que le « ou ». C'est la convergence du public et du privé, des grands groupes et des start-up, des grandes écoles et des universités. C'est un peu la frontière, gagner la guerre des frontières. Philippe Chaumas, je ne sais pas si vous connaissez Philippe Chaumas, c'est le directeur de l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers. Quelqu'un d'intéressant. Lui, il a exprimé une autre idée, finalement, par rapport à l'attractivité et par rapport à ce qu'on peut faire de l'innovation. Lui, il est connu pour ses recherches innovantes d'un point de vue de l'univers, mais surtout ce qu'il vous explique, enfin ce qu'il m'a expliqué dans le cadre de différents échanges, c'est que finalement il y a une innovation que personne n'a vue, sur laquelle personne ne se penche, qui fait gagner de l'argent à l'État et qui permet de moins demander de subventions, c'est l'innovation de ces plateformes. Il me dit, j'ai 15 000 m² à Saclay et j'ai 400 ingénieurs qui, eux, conçoivent des machines pour faire les essais. Et il dit finalement, j'attire les meilleurs du monde, non pas par des thèses ou des thèmes, mais par la capacité de mes ingénieurs à fabriquer des machines qui sont capables de mesurer les expériences et d'être primées au niveau européen.
Et il nous dit, ce savoir-faire, il doit y avoir 3 pays dans le monde qui sont capables de le faire. Et il dit, ça, c'est un capital extrêmement fort. Je prends l'exemple des aimants. Les aimants, pour faire ces grands accélérateurs, ceux qui le font, c'est eux. Et ça, c'est un savoir-faire unique. Garder ce savoir-faire, mais après le valoriser pour le décliner, c'est la force. Et finalement, il me disait que son service est excédentaire en termes budgétaires. C'est-à-dire qu'il n'a plus besoin de demander rien. Et que finalement, et l'exemple final, parce que c'est important en attractivité de talent si on en parle, c'est de dire, si vous prenez Galilée, il était en France, mais avec une lunette, si vous lui dites, au Pérou, il y a un type qui a les capacités d'avoir une lunette qui est 4 fois plus puissante que la tienne, il va au Pérou. Et donc, c'est-à-dire, c'est pas tellement... C'est celui qui détient la capacité d'avoir les appareils de mesure qui, finalement, détient l'innovation derrière. Donc, c'est un contre-coup, et ça, c'est très fort. Donc, voilà ce que je souhaitais dire. Alors après, est-ce qu'il faut les questions qu'on peut se poser, hein, faut-il se contenter de ce qui a été déjà fait en matière français de support? On a parlé du crédit impôt recherche. Est-ce qu'il existe des marges de manœuvre pour pouvoir progresser et faire de l'innovation un atout majeur en matière d'attractivité? Et l'exemple que je donnais sur Saclay me paraît clé, parce que c'est une autre façon de voir l'attractivité, et travailler avec des chercheurs de ce niveau-là, je pense que c'est intéressant. Et puis, comment utiliser notre atout majeur de l'innovation pour attirer plus de centres de recherche et de centres de décision internationaux. Voilà les questions que je me propose de vous poser à tous, et auxquelles je vais essayer de répondre aussi. J'y compte bien, j'y compte bien. Bravo. Merci, Christian. Juste, vous présentez peut-être en 2 minutes nos intervenants. En fait, on a bâti ce débat en 3 thématiques. La première, c'est comment renforcer les liens entre la recherche et l'entreprise, avec Cyril Shiver, qui est président de MSD France, qui est la filiale de l'américain Merck & Co. C'est d'ailleurs la 2e filiale du groupe dans le monde, donc c'est une filiale importante. Ce qui est amusant pour Cyril Shiver, c'est que c'est un monsieur qui est français, mais qui n'a jamais travaillé en France avant 2013. Donc, bienvenue pour votre retour au pays, si je puis dire, depuis 2 ans. Vous avez sillonné des pays aussi différents que le Canada, la Grèce, les pays du Golfe. Voilà. Deuxième thème, pas d'innovation productive de richesse sans le carburant qu'est le financement. Il faut de l'argent pour faire marcher tout ça. Et c'est le thème que nous aborderons avec Emmanuelle Quilès, qui est présidente de Janssen France. Après avoir dirigé la filiale française du groupe Pfizer, vous êtes une chercheuse d'ailleurs aussi au départ, donc vous êtes au cœur du sujet. Et puis 3e thématique, comment faire en sorte que les centres de décision sur la recherche et le développement des grands groupes internationaux viennent s'installer en France. C'est un autre aspect de l'attractivité dont nous allons parler avec M. Xavier Susterac. Donc voilà, je vous propose tout de suite de démarrer avec vous, Cyril Shiver. La thématique, comment on renforce donc ces liens indispensables entre les institutions de recherche, les établissements de formation, les financeurs et les entreprises. On sait qu'ils sont trop ténus en France. Vous-même, vous êtes très impliqué dans cette thématique-là, avec vos projets et vos actions concrètes, puisque vous avez créé un fonds de dotation dont l'objectif est de renforcer justement les partenariats publics-privés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Et peut-être aussi émettre quelques recommandations. Et je rappelle le principe, 3-4 minutes de pause du débat, et puis après on intervient évidemment entre nous sur le débat. Allez-y. Merci. Je crois en effet, et dans les premières 3 minutes, je vais parler un petit peu du contexte. Et je crois vraiment que les partenariats privés-publics sont indispensables. Indispensables pour faire émerger de l'innovation et de formidables moteurs de croissance, à la fois pour les entreprises, mais évidemment pour le pays tout entier, parce qu'ils sont vraiment à la frontière de la connaissance et de l'innovation. Et tu parlais de la frontière importante entre d'ailleurs les instituts de recherche et le commercial. Et pour donner un chiffre un petit peu sur ce qu'on a essayé de faire en France, donc le groupe MSD Merck fait partie du top 100 des groupes en termes d'investissement de recherche dans le monde. On est 14e pour être précis. Mais en France, la France n'était que le 11e contributeur pour nous à cette recherche il y a 3 ans. Et cette année, nous serons le 5e contributeur. Ce qui a été, depuis 2 ans, vraiment la ligne, c'est de mettre l'innovation au cœur de ce que l'on fait, de le faire tant en recherche clinique, mais de monter des partenariats et d'avoir une action vraiment très précise sur ces partenariats. Alors,
Emmanuel Macron parlait de guerre culturelle, ou de, je crois que ce n'était pas guerre d'ailleurs qu'il a utilisé, c'est bataille culturelle, pardon. Et je crois que là était le premier enjeu. Le premier enjeu est la bataille culturelle que j'ai moi-même dû mener avec notre groupe. Oui, faire des partenariats, mais est-ce que tu crois vraiment que ça va marcher en France? Parce que essentiellement, c'est un enjeu souvent culturel, de perception, d'arriver à rapprocher le monde public du monde privé. Il y a cette vision lointaine que ça va être plus compliqué et, comme vous le disiez, plus ténu, puisque le succès finalement de ces écosystèmes, c'est d'arriver à faire travailler ensemble tant instituts de recherche que établissements de formation, les universités, les petites, les startups, les plus grands groupes, les financeurs, et avoir également entre ces différents acteurs cette mobilité individuelle. Donc, je crois là qu'on est en train de réussir en le faisant vraiment de deux manières en France. D'abord, en ne se plaçant pas simplement en financeur de projets, mais en étant vraiment dans une démarche de co-construction. Et quand on se fixe, quand on se place dans cette démarche de co-construction avec les différents établissements, on voit qu'on arrive vraiment à construire de beaux projets et se fixer des objectifs très ambitieux. Et on essaye de mettre de côté ce qui reste un enjeu sur lequel il faut qu'on s'améliore en France, ces enjeux de propriété intellectuelle. Donc, de mon côté, je dirais qu'il y a deux grosses recommandations que je crois qu'on devrait poursuivre pour améliorer et faciliter ce rapprochement entre le public et le privé et au travers de partenariats. Le premier, c'est de mieux structurer ces réseaux dans les régions autour des grandes entreprises, des startups, des instituts de recherche, et vraiment avoir des réseaux qui soient beaucoup plus intégrés. La deuxième recommandation que je pense que nous devrions continuer à amplifier, c'est vraiment donner aux universités les moyens à la fois de mieux communiquer avec le monde de l'entreprise, les aider à être mieux classés, parce qu'il y a un enjeu autour des classements. Et là, l'entreprise et les entreprises que nous sommes peuvent contribuer à cette amélioration de classement qui est source ensuite d'un cercle vertueux en termes de richesse et d'innovation. Et donc, d'arriver à terme à mieux impliquer le monde dans l'entreprise, à la gouvernance des universités. Très bien, merci Cyril. Alors, qui veut démarrer sur cette thématique? D'abord, peut-être, j'ai une question. Comment est-ce que, on peut travailler sur l'efficacité? On sait que les investissements publics sont là, on sait que les talents sont là, on sait que les produits de la recherche sont là le plus souvent, mais on sait que malheureusement, ils restent très souvent, si je puis dire, dans les placards et sans efficacité pour l'économie réelle. Comment est-ce qu'on recrée ce lien? Qui veut Christian, peut-être, ou l'un d'entre vous, hein. Monsieur. Vas-y. Christian, je t'en prie. Non, allez. Comment retisser? Chacun son tour. Allez. Xavier. Bon, c'est un sujet effectivement relativement vaste. Je crois que l'efficacité est une chose. Après, c'est l'envie des sociétés à vraiment investir, à faire le pas. C'est quelque chose qui s'est fait dans le passé. Donc on peut se poser des questions. Quand on voit aujourd'hui les grands groupes qu'on trouve en France, il y a eu une attractivité. Il y a eu des années, jusqu'au début des années 2000, où il y a eu effectivement beaucoup d'investissements. Donc je crois qu'il faut se poser la question, pourquoi ça a marché un certain temps? Pourquoi est-ce que c'est devenu plus difficile aujourd'hui? Alors il y a cet aspect efficacité. On a entendu ce matin, et il y a des tas de chiffres qui montrent que du point de vue des coûts du travail, par exemple, on est repassé aujourd'hui en dessous de la courbe de l'Allemagne, et qu'a priori, c'est parti dans le bon sens. Bon, maintenant, on est dans un monde international un peu difficile. C'est le problème de la compétitivité. Oui, mais ce n'est pas le seul problème. C'est pas le seul problème, non, mais je pense que c'est un des grands soucis quand même pour... D'accord. Cyril Chevert, là-dessus? Je pense que il y a vraiment une des manières de le faire également, c'est de continuer à encourager et à soutenir les incubateurs au sein des universités,
Et ça, c'est à mon sens une plateforme très forte pour faire se rejoindre différents acteurs. Comment est-ce que vous faites, vous, entreprise, pour créer le lien avec les universités et pour que ce lien soit productif? Comment est-ce que vous mettez, et qu'est-ce que vous attendez en quelque sorte, peut-être du gouvernement ou d'autres, mais vous-même, quelle est votre action en la matière? Emmanuel Quiles. Les entreprises du médicament sont en général très proches des universités parce qu'elles ont une histoire commune. C'est dans les hôpitaux qu'on développe les nouveaux médicaments, c'est dans les hôpitaux qu'on teste les nouveaux médicaments. Donc on est en général extrêmement proche des médecins et puis de la gouvernance de l'hôpital. Aujourd'hui, si on avait un souhait, ce serait celui d'arriver à simplifier nos rapports. On peut dire que d'un point de vue administratif, c'est extrêmement complexe aujourd'hui d'innover. Donc ce qu'on regarde vraiment, c'est notre capacité à travailler ensemble plus rapidement. On a beaucoup d'idées qui germent aussi bien au sein des hôpitaux que dans les entreprises. Notre difficulté aujourd'hui, c'est la mise en œuvre. Oui, Christian Niborel là-dessus aussi. Non, par rapport à ce lien avec les universitaires, moi je crois qu'il y a un autre phénomène, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est notre capacité à nous, à l'intérieur des entreprises, d'attirer ou de recruter d'ailleurs des doctorants. Ça, on le fait peu. Après, on a tout l'arsenal habituel. Hein. Nous, si je parle au nom d'Accenture, et comme beaucoup d'autres entreprises, on finance des chaires de recherche sur des travaux d'analytique, sur des travaux. Bon, ça fait partie de l'arsenal. Mais là où je crois, enfin, ce qui me semble, hein, mais là, je ne détiens pas la vérité, mais je pense que si on était capable, nous, dans les entreprises, de plus, ce qu'on voit dans d'autres pays, attirer des doctorants et les faire travailler avec nous, peut-être qu'on arriverait à mieux comprendre le bénéfice et qu'on arriverait mieux à aller aider ou travailler avec les entreprises. Et quel est le frein là-dessus? Quel est le frein? Est-ce que c'est un frein culturel? Est-ce que c'est un frein en termes d'organisation du travail social, les contrats de travail? Est-ce que c'est un problème de rémunération? Alors, si je parle moi de mon entreprise, c'est pas un problème de rémunération, c'est un problème culturel, c'est-à-dire que on ne recrute pas de doctorants, point, c'est tout. Donc il faut arriver à le mettre. Après, c'est pas un problème ni de les intégrer dans l'entreprise, je pense pas. Alors peut-être c'est dans des profils différents, il faudrait peut-être leur donner des choses différentes à faire. Mais en tout cas, je pense que ça démarre du premier point, qui est de dire nos structures internes ne vont pas chercher des doctorants, point. Et c'est le combat qu'il faut que j'ai si je veux en avoir. Mais je pense qu'il faudrait. Xavier Suterac. Oui, enfin nous, sur le BSF, sur la partie purement, je veux dire, créativité, innovation, je dirais qu'on n'a pas un souci majeur en France, bien au contraire. On a effectivement des doctorants, on a un certain nombre de post-docs, on a des conventions signées avec des startups, on a un certain nombre d'activités, des collaborations avec des universités, et je dirais que ça se passe plutôt bien. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu, je dirais, de ce point de vue-là, on n'a pas de souci majeur. Et on en engage, alors est-ce qu'on en engage après? En France, on a par exemple un centre à Strasbourg avec un certain nombre de post-docs. Un certain nombre sont recrutés, mais en Allemagne. C'est vrai qu'ils traversent la frontière pour arriver à Ludwigshafen, parce que c'est là qu'on a nos plus grands centres de recherche. C'est souvent comme ça que ça se passe. Mais ils sont recrutés, et on a, au contraire, je crois que les ingénieurs, les chercheurs français sont extrêmement appréciés. Donc de ce point de vue-là, je ne vois pas de souci. Oui. Et dans notre capacité à attirer des chercheurs étrangers, est-ce qu'on a le matériel, si je puis dire, social qu'il faut, les contrats de mission? Comment est-ce qu'on procède? Cyril Chevert, est-ce que là-dessus, nous avons des progrès à faire? Je pense que c'est un axe sur lequel il y a un certain nombre de progrès qui ont été faits. Il y a différents dispositifs, je ne vais pas y revenir, qui sont disponibles et il faut qu'on continue à les utiliser encore plus. Mais ça reste un enjeu. Dans certains des projets que nous soutenons d'ailleurs cette capacité pour les instituts de recherche à attirer des chercheurs de l'étranger pour des périodes plus ou moins longues et de venir compléter les équipes locales pour mener à bien des projets. Donc ça fait partie de là où nous-mêmes pouvons vraiment avoir un impact. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que les universités communiquent suffisamment bien avec le monde des entreprises? Est-ce qu'elles font savoir ce qu'elles font? Est-ce que ça fonctionne bien de ce point de vue-là? Ou est-ce qu'au contraire, il y a toujours un mur culturel? Emmanuel Quiles. Non, il n'y a pas de mur culturel. Je crois qu'elles se sont beaucoup organisées les dernières années. On a vu beaucoup d'universités se recentrer sur un certain nombre de projets. De façon générale, comme je disais, l'industrie pharmaceutique sait avec qui collaborer.
Je pense qu'il faut qu'on poursuive absolument nos efforts de recentrage. En revanche, pour s'assurer qu'on collabore bien avec les équipes qui sont les plus expertes dans le domaine pour ne pas saupoudrer. Et je crois que c'est la grosse difficulté aussi pour nous. Mais la collaboration existe aujourd'hui et elle est d'un très bon niveau. Donc tout va bien, c'est merveilleux. Donc peut-être, oui, vous vouliez dire autre chose, Cyril Chabert? Non, je pense, juste pour renchérir, je pense qu'il y a vraiment de réels progrès qui ont été faits, mais qu'on n'est pas encore là où on pourrait être. Il y a vraiment, en particulier pour les groupes internationaux, et ma connaissance dans les sciences du vivant, si on se compare à des universités anglo-saxonnes, il y a des enjeux de moyens de classement et d'approche, y compris culturelle. Il ne faut pas se cacher derrière ces enjeux-là. Quand on rencontre un président d'université ou dirigeant d'université anglo-saxonne, et ils me voient comme leur client. Je ne suis pas encore aujourd'hui client de nombre d'universités en France. Or, c'est quand même ça le futur, du fait qu'on accueille de nombreux étudiants, de nombreux chercheurs, qui ensuite doivent mener leur carrière et faire des allers-retours du privé vers le public, et ensuite parce qu'on peut co-construire et financer de nombreux projets de recherche. Donc je pense que là, il y a encore des disparités. Alors quand on regarde sur le territoire national, c'est très largement disparate, et je pense que dans la santé, autant on a eu beaucoup de liens, mais ces liens sont restés très traditionnels. Ensuite, il y a une certaine défiance qui s'est créée pendant, on va dire, une dizaine d'années, surtout vis-à-vis de la grande pharma, j'ai envie de dire. Et on revient là à une dynamique qui est plus positive, mais il faut encore l'entretenir. Parce qu'au-delà de la relation client, qui est peut-être un petit peu difficile à instaurer avec des organismes publics, je crois que ce qui est important, c'est ce que tu disais, c'est la collaboration et la co-construction. Et aujourd'hui, on voit qu'elle a certaines limites, comme je le disais tout à l'heure, d'un point de vue administratif notamment. Et nous, on fait vraiment, on forme de tous nos voeux un souhait de simplification des processus administratifs. On a un grand thème dans l'industrie pharmaceutique qui est celui du contrat unique pour la mise en place des essais cliniques. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait notre grande force en France dans un certain nombre de domaines thérapeutiques. Je citerai l'oncologie qui a déjà été citée ce matin, qui est un domaine très important où on a des chercheurs de très grande qualité. On a aujourd'hui des difficultés à mettre en œuvre des essais cliniques rapidement de grande envergure, et c'est très dommageable pour l'image de la France dans le monde. On a souvent reproché aux entreprises de ne pas s'intéresser suffisamment aux recherches fondamentales, dans le sens où elles ne sont pas forcément productives d'activités économiques, qu'elles n'ont pas forcément des débouchés immédiats sur les marchés en termes de chiffre d'affaires. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Xavier Susterrinck? Je crois que c'est justement une des forces de la France. On peut avoir des fois les défauts de ses qualités. Donc on est effectivement, je crois, très fort, c'est très reconnu au niveau recherche fondamentale. Maintenant, effectivement, quand il s'agit de passer à un stade industriel, c'est un peu plus difficile. Mais d'un autre côté, il y a une demande aujourd'hui de nouveaux produits, de nouvelles technologies qui ne sont plus des petites modifications. On parle de quantum jump, ça c'est le mot aux États-Unis, et je crois qu'en France, on est très fort pour faire ça. Après, il faut faire le relais. Ce qui est difficile, c'est pour une entreprise de pouvoir traduire ça, prendre ces nouvelles technologies et puis en faire quelque chose derrière. Et c'est vrai que des fois, c'est en France extrêmement fondamental. J'ai rencontré moi-même un certain nombre de chercheurs. C'est passionnant. Et puis au bout d'un moment, on dit, mais attendez, est-ce que ça va se vendre? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et j'ai eu des fois la réponse, mais c'est pas le sujet, c'est pas du tout... Bon, ben, à nous, les industriels, de prendre les informations et d'en faire quelque chose. Non. Oui, Christian Nibourel, vous vouliez pas spécialement? J'avais rien à ajouter. Je veux simplement dire que le facteur d'attractivité aussi, je reprends mon exemple de tout à l'heure sur Saclay. Et finalement, ce qu'il me disait, c'était valoriser notre capacité à faire, à créer des expériences. Mais lui disait aussi, finalement, un des critères d'évaluation des laboratoires aujourd'hui dans le monde, c'est ce qu'ils appellent le nombre d'ERC, c'est-à-dire le pourcentage de chercheurs qui ont des ERC. ERC, c'est European Research Council. Et finalement, dans ce laboratoire-là, ils en ont 10%. C'est-à-dire que la moyenne, ça doit peut-être être 2-3%, lui, il arrive à 10%. Comment il arrive à ça? Parce que justement, il a réussi à valoriser, mais parce qu'il l'a identifié, il m'a dit honnêtement, moi je ne l'avais pas vu quand j'ai pris la responsabilité du labo. Donc je crois que c'est tout ça. Il faut arriver à travailler avec des personnes, des chercheurs qui, eux, ont cette compréhension
de ce qu'il faut faire pour attirer les talents, y compris au niveau européen et pas rester tout seul, et puis comprendre comment valoriser avec les entreprises des initiatives dont la richesse est déjà chez eux. Et c'est ça la difficulté, je pense. Alors, on va passer au deuxième thématique. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas d'innovation productive et de croissance économique sans le carburant qu'est le financement. Et ce n'est pas vous qui allez me contredire, Emmanuel Quiles. Non, je pense qu'on a tous ce réflexe quand on prononce le mot innovation, on pense spontanément investissement. Vous le savez en tant que chef d'entreprise, je pense que vous le savez aussi pour vos collaborateurs. Dès qu'on dit qu'on lance un projet sur l'innovation, tout le monde vous dit « Ok, mais avec quel budget ?» Donc c'est vraiment un sujet qui nous touche tous spontanément. Pour la pharma, c'est encore plus vrai, parce que c'est vrai que la plupart des collaborateurs qui rejoignent l'industrie pharmaceutique, ils ont à cœur d'innover, parce qu'ils sont là pour trouver des nouveaux médicaments pour sauver des filles. Donc comme j'aime bien aussi passer des messages positifs, je souhaite le dire, quand on regarde aujourd'hui les progrès qui ont été faits, il faut savoir quand même que tous les ans, on gagne un trimestre d'espérance de vie à la naissance. Donc vous vous rendez compte, c'est absolument énorme les progrès qu'on est en train de faire, et la plupart des collaborateurs qui travaillent dans l'industrie pharma sont là pour ça. Donc l'innovation, c'est vraiment notre ADN, c'est l'ADN de la plupart des groupes qui sont représentés ici, et ça nous inspire beaucoup de choses. Ça nous pousse à chercher des nouvelles molécules, ça vous le savez, c'est notre corps de métier, c'est pourquoi on est connu. Ça nous pousse également à rechercher l'innovation en termes d'accompagnement des patients et des personnels soignants. Et puis ça nous pousse aussi à chercher des nouveaux moyens d'investissement, de financer cette innovation. Et c'est ça qui est le plus critique. C'est très critique aussi pour des groupes gros comme celui que je représente, Johnson & Johnson, puisque quand on est le premier laboratoire de santé au monde, la difficulté c'est d'être flexible et d'arriver à regarder ce qui se passe à travers le monde et pas de rester focalisé sur sa propre R&D. Et donc ce qui est très important pour nous, c'est notre capacité à aller chercher des financements de façon un peu moderne à travers un certain nombre de partenariats qu'on peut passer à l'extérieur avec des beaucoup plus petits que nous, et la façon dont on arrive à les faire rentrer dans nos réflexions sur le développement est extrêmement important. Alors sur les recommandations que vous avez à faire en la matière, ou en tout cas qui seront reprises dans les états généraux? La première concerne la poursuite de la mise en cohérence de la politique d'innovation. Et pour ça, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est l'importance de simplifier les systèmes de recherche et de partenariat. Ensuite, vraiment se focaliser sur la stabilité, la lisibilité de nos systèmes de soutien, de financement à l'innovation. Donc ça, c'est vraiment le premier point qui est essentiel pour nous. Le deuxième, c'est profiter à plein des bénéfices des mécanismes fiscaux actuels. Il y en a un dont on parle beaucoup qui est le CIR, que vous connaissez bien sûr, mais il faut absolument le maintenir. C'est notre souhait à tous, et voir comment est-ce qu'on peut éventuellement l'amplifier. Et puis le troisième, ce serait éventuellement la troisième recommandation, développer des nouvelles formes de soutien à l'innovation. Ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait imaginer. Alors pour revenir un peu sur ces thématiques, c'est vrai qu'en France, on a une tradition en termes d'investissement dans l'innovation. En revanche, on a aussi peut-être une tradition dans la dispersion. Je voudrais reprendre l'exemple des pôles de compétitivité. On a un nombre de pôles de compétitivité qui est assez spectaculaire en France. Est-ce que pour vous, c'est un enjeu d'arriver à mieux centrer, à mieux cibler, à mieux concentrer en quelque sorte les efforts pour que les financements soient faits au bon endroit, au bon moment? Xavier Susterac? Ça, c'est une question que se posent tous les industriels, c'est quelle est la bonne recherche? Ça, il faut vraiment avoir une boule de cristal pour ça. J'ai vu un nombre d'exemples où on utilise tous les process, ce que les Américains appellent gate process, où on a une approche assez systématique, on fait du screening, on remplit des pipelines, etc., etc. Et puis à la fin, on dit voilà, on va se concentrer sur ces 3 produits ou ces 3 technologies. Puis à la fin, il n'en sort rien du tout. Et puis on a des fois dans un coin un chercheur qui dit moi je suis passé entre les gouttes, personne ne m'a rien demandé, j'ai développé un produit et c'est ce produit-là qui démarre. Et en fait, c'est très difficile de savoir quelle est la bonne recherche et comment se focaliser sur les bonnes choses. C'est pas, j'allais dire, la recherche n'est pas une science exacte, alors ça, on pourra en débattre longtemps.
Mais donc la multiplication des pôles de compétitivité, pour vous, est au contraire un avantage. C'est-à-dire ça nous permet de... Ouais. Oui. Ouais, ça permet justement, encore une fois, d'aller chercher, d'aller développer des technologies qui sont des breakthroughs, qui sont des choses vraiment innovantes, qui peuvent amener vraiment des innovations, amener des changements ou pas. Vous êtes d'accord là-dessus, les uns et les autres? Cyril Chivert, peut-être? Je sais pas si, je crois que la multiplication des instituts et des équipes est importante parce qu'il y a tellement de technologies et de recherches différentes qui est faite et qui peut être faite. En revanche, je crois que ces différentes équipes et établissements doivent éventuellement être, en tout cas dans les sciences du vivant, peut-être mieux regroupés dans des pôles de compétitivité pour être mieux intégrés au moment de la valorisation et pour faciliter la communication entre start-up, grandes entreprises et équipes de chercheurs. Donc, à l'intérieur d'un pôle de compétitivité, il peut y avoir de nombreuses structures. Je pense, à mon sens, qu'il faudrait avoir moins de pôles de compétitivité pour qu'on ait des interlocuteurs qui ont des responsabilités plus larges. Emmanuel Quiles, là-dessus? Oui, probablement on inviterait quand même à un certain recentrage, en tout cas pour les investissements qui arrivent publics, sur un certain nombre de pôles et arrêter la dispersion. Je pense que c'est ce qui a été fait pour un certain nombre de recherches en cours. On l'a vu également avec les IHU et ce qui a été créé. Il y avait une réunion qui était prévue d'ailleurs aujourd'hui et qui a été annulée à cause des événements récents. Mais je pense que c'est un grand travail qui a été démarré, qu'il faut absolument poursuivre. Je crois que c'était une recommandation du rapport gallois d'ailleurs d'aller dans ce sens. Et les États de la France soutiennent ce projet vraiment pour qu'on arrive à regrouper les investissements et que ce soit plus lisible de l'extérieur, que le privé continue à financer ce qu'il souhaite, mais on souhaite que l'État puisse aussi s'orienter vers des secteurs de façon très claire et qu'on puisse le suivre. Christian Libourel. Oui, juste un commentaire. Parce que moi, je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit. Je reviens sur un point. On a à un moment donné la recherche, puis après, il faut que la recherche, elle débouche et que la valorisation de cette recherche permette de continuer à faire de la recherche. Moi, je reprends ce que disait Françoise ce matin sur sa molécule. Enfin, je ne sais pas si c'est la molécule de Françoise, mais ces fameuses molécules dont tu as parlé ce matin. Et tu disais finalement, qu'est-ce qui se passe avec le PLFSS? Ce qu'on dit, on va taper sur le médicament parce que c'est simple et on va gagner 3 ou 4 milliards. Et ça fait 10 ans que ça dure. Et donc, vous avez de moins en moins. Et on essaye de se battre pour dire arrêtez de taper sur le médicament, c'est pas le problème, allez chercher à l'hôpital, etc. Bon, on connaît le débat. Par contre, cette fameuse molécule, on dit, si je me projette dans 5 ans, on se dit entre nous, vous allez peut-être me contredire, mais nous, on travaille là-dessus en tant qu'Accenture. C'est-à-dire qu'on ne va plus faire payer le prix de la molécule, mais on va faire payer le résultat de la molécule. Voilà, on travaille avec vous, donc c'est normal que tu me dises oui. Donc oui, mais attention. Et moi, je reprends ce que disait François ce matin. Pour faire payer le prix du résultat de la molécule, il faut avoir mis en place les parcours de soins. Oui, mais les parcours de soins, c'est bien ce que dit la ministre. Alors on dit finalement, on a tout. La ministre dit tout pour les parcours de soins, l'ambulatoire, le machin, le truc. La molécule, elle est là, elle peut arriver. On a l'argent, il ne se passe rien. Pourquoi? Un manque de peau parce qu'on n'a pas l'organisation pour faire des parcours de soins. Et loi Macron, plan santé numérique, puisque j'en étais un des responsables, on dit, attention, il y a territoire de soins numériques. Et la solution, elle est là. En fait, c'est quoi? C'est que personne n'est le patron de rien. C'est-à-dire qu'on a des bouts. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut gagner la guerre des frontières. Tout le monde est patron dans son coin. Et personne n'a la vision pour dire, mais attendez, parcours de soins, c'est la clé. Partout dans le monde, c'est les parcours de soins. Ça permet à la recherche, ça permet au traitement du génome. Il faut remonter les datas, il faut faire de l'algorithmie derrière. Donc de l'algorithmie de prédiction et de prescription. Et c'est tout simple, il faut mettre un backbone de coordination avec les nouveaux métiers, les coordonnateurs de soins, etc. On peut le faire, on a tout dans nos mains. Mais il n'y a pas un type qui est capable de dire, bon, voilà, avec l'ensemble des industriels, on ne s'est même pas rencontré quand j'ai fait le plan santé numérique, c'est idiot. Enfin, je n'ai pas rencontré les gens, parce qu'on ne me l'a pas demandé, hein, tout simplement. Puis on a dit, il faut arrêter de taper sur le médicament. Mais ça, c'est quelque chose de très simple. Sauf que si nous, territoire de soins numériques, on l'a dans 10 ans, c'est mort. Donc il faut aller très vite. Alors aujourd'hui, il y a 5 expérimentations là-dedans. Bon, je ne vais pas débattre, je vais pas divaguer, mais ce que je veux simplement dire, c'est que parfois, on a tous les éléments, mais il n'y a pas un mec, excusez-moi. Non, je suis un peu rapide là. Il n'y a pas une personne qui dit, alors moi je prends le sujet, je suis responsable, je suis accountable, comme on dit, je ne sais
plus comment on dit. Je suis accountable, accountable, comment tu dis ? Responsable. Je suis responsable, mais plus que ça. Accountable en anglais, ça veut dire encore plus que ça. Donc je suis responsable et je vais mener ce plan parce que j'ai compris l'ensemble des enjeux. Et chacun va contribuer au plan. C'est ça que j'appelle la guerre des frontières. Alors, sur le financement, il y a un dispositif, le CIR, que vous citez tous, qui est vous saluez les uns et les autres. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que le crédit impôt recherche est l'arme parfaite, si je puis dire, en termes de fiscalité pour vous aider à financer les innovations? Emmanuel Quiles. Je ne sais pas si c'est l'arme parfaite, mais en tout cas, c'est déjà une première arme, hein, parce que c'est vrai qu'en étant chef d'entreprise en France, on a besoin absolument d'attirer les investissements de notre groupe en France, et c'est vraiment un argument qu'on utilise. Il est largement utilisé dans la pharma, clairement, et on sait en tirer les bénéfices. Je pense que c'est un très bon avantage. Moi, je l'utilise régulièrement. Ça nous permet, dans la pharma, de faire notamment des essais cliniques, puisque c'est là qu'on investit le plus. Est-ce que vous avez confiance dans sa stabilité ? Je pense que c'était mon message presque pas subliminal. On espère, on l'entend régulièrement, et je pense que ce qu'on veut à travers les États de la France, c'est réaffirmer son importance, parce que c'est un argument, je dirais, c'est l'argument choc aujourd'hui quand on veut chercher à investir pour nos groupes. C'est un instrument aujourd'hui d'attractivité. Oui, oui, vous le considérez aussi? Oui, c'est un instrument qui est important, puisque c'est un instrument qui nous permet de retrouver une compétitivité, voire être plus compétitif par rapport à un ensemble de pays qui ont d'autres coûts, en particulier le coût du travail plus bas, mais commencent à être de plus en plus compétitifs en recherche. Donc je pense que là, ça c'est un instrument très important. Le deuxième élément, à mon sens, en termes d'instruments critiques, et c'est ce dont Christian faisait également référence à, c'est l'accès au marché. Parce que le cercle vertueux de l'innovation, c'est son évaluation, et sa bonne évaluation, et ensuite son accès au marché. Et un des enjeux, en tout cas dans le nôtre, qui sont les sciences du vivant, il y a une accélération de la recherche. On amène des molécules qui sont peut-être à un moment où la maturité des données n'est pas totalement celle qu'on pouvait attendre il y a de nombreuses années, parce que ça va très vite. Et il faut faire évoluer cette évaluation pour intégrer ces molécules. Donc ça, c'est un grand débat que l'on a, et qui doit être mis en cohérence avec les investissements que font le groupe. Si je prends mon cas, j'ai une molécule pour laquelle la France est le premier pays en termes de contribution à la recherche pour la découverte et le développement de cette molécule, et nous sommes en Europe le 5e pour lequel la molécule sera sur le marché, disponible pour les patients. Donc là, il y a des enjeux quand même d'accès au marché qui restent nécessaires. Alors, on me fait signe que le ministre est arrivé, je crois, mais simplement peut-être, M. Sustera, qu'on a un... Oui. Ah oui, non mais pardon, excusez-moi. Ah oui, voilà, excusez-moi, je ne vous voyais pas. Vous m'écoutez, c'est parfait. Juste peut-être un dernier point, Xavier Susterac, sur l'attractivité des centres de recherche en France. En quelques mots, qu'est-ce que vous auriez comme recommandation à formuler sur le sujet? Encore une fois, je crois qu'il y a une recherche de très haut niveau. Peut-être un mot très rapide sur le CIR, de notre point de vue aussi. C'est quelque chose qui peut, à minima, je dirais, nous permettre de conserver ce qu'on a aujourd'hui sur le territoire français. Ce n'est pas malheureusement suffisant aujourd'hui pour en faire plus. Pourquoi? Parce qu'effectivement, au niveau du groupe, cette question qui se pose toujours de la pérennité. Combien de temps ça va durer? Est-ce qu'à partir de ça, on va investir plus? Donc ça, c'est l'attractivité, encore une fois, au niveau de l'innovation et des centres de recherche, elle est là, elle est prouvée. Il y a derrière, après, un certain nombre de sujets au niveau de la perception. On peut en revenir là-dessus, je crois, un petit peu plus tard. Mais l'attractivité est là, il n'y a absolument aucun doute chez nous au niveau du groupe. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait derrière? C'est ça la question. Je crois que le ministre a posé la question ce matin. Comment est-ce que tout ça peut déboucher sur des emplois derrière Donc, il y a l'attractivité des centres de recherche. Il y a ensuite les centres de décision, headquarters des sociétés, ou des business units, etc. Et puis derrière, il y a l'attractivité au niveau de l'emploi. À partir de quel point est-ce qu'on va créer une usine en France? C'est ça la question qui se pose également. Voilà. Alors, je vous propose, Christian Libourel, d'accueillir donc
M. Thierry Mandon, qui est secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et je vous rappelle aussi qu'il était un des grands artisans du choc de simplification qui est quelque chose qui résonne toujours agréablement aux oreilles des chefs d'entreprise, n'est-ce pas? Oui, voilà. Alors, Monsieur Libourel.